Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, Monsieur le Président de la Commission, Vice-président de la Commission, Monsieur le rapporteur et chers collègues. La proposition de loi qui est présentée aujourd'hui par nos collègues du groupe de la France Insoumise nous offre l'opportunité d'avancer sur un sujet essentiel. Un sujet sur lequel les députés communistes et le groupe de la gauche républicaine avaient déjà eu l'occasion de formuler des propositions, un sujet qui est au cœur des préoccupations du monde du travail. On touche à l'humain et il est insupportable d'abîmer sa vie à la gagner. D'abord, qu'est-ce que le travail si ce n'est un acte de production et de création, un acte de rapport au monde, à l'humanité, à la nature, un acte qui fabrique de la valeur? Quel contresens que de parler de coût du travail. Les salariés, trop souvent, se trouvent pressés et pressurés, embarqués dans la grande lessiveuse de la concurrence infernale de tous contre tous, de la guerre économique, du dividende à 2 chiffres, ou bien passés au compresseur des logiques d'austérité. Les nouvelles méthodes de management, les nouveaux modèles de l'ère numérique installent une modernité qui est mal placée pour faire des reproches au passé. Tout appel, comme le disent Roland Gori, Bernard Lubat et Charles Sylvestre dans leur manifeste des œuvriers, à un retour à l'œuvre, à un respect des métiers renouvelés, à un goût du travail bien pensé, bien fait, bien considéré. Car le travail, s'il n'était pas en si grande part emprisonné au service de l'accumulation de richesses par quelques-uns, s'il n'était pas si souvent le lieu d'une domination par le capital, pourrait être pleinement un acte d'émancipation. Libérer le travail, le libérer vraiment, en donnant le pouvoir aux productrices et aux producteurs dans leur diversité et leur solidarité, demeure donc un mouvement incontournable à engager une grande tâche de notre temps. Bien sûr, on peut, malgré cet état de fait, s'épanouir dans le travail, on peut s'y accomplir, on peut y trouver sens, et lorsque l'on en manque, on en pâtit, mais nul ne peut nier qu'il est également trop souvent source de souffrance physique et psychique, dans un contexte d'intensification des tâches, de mutations économiques et de bouleversements dans les modes d'organisation des entreprises. C'est là que doit advenir, car cette exploitation contemporaine du travail vient ajouter des maladies professionnelles qui, pour n'être pas nouvelles, sont symptomatiques de notre époque, c'est là que doit advenir la loi. Le syndrome d'épuisement professionnel, plus connu sous le nom de burn-out, est l'une des expressions de cette souffrance au travail qui touche un nombre croissant de salariés dans notre pays. Ainsi, en 2014, on estimait à 3,2 millions le nombre de personnes exposées à un risque élevé de burn-out, soit 12% de la population active. Depuis des années, les organisations syndicales de salariés, des médecins du travail, interpellent les entreprises et les pouvoirs publics sur cette réalité massive et dramatique. Il a fallu que ce scandale soit rendu visible par des vagues de suicides dans de grandes entreprises pour que la cause avance. Le trop-plein de travail, un trop-plein de pression, mène des hommes et des femmes à l'effondrement. Et toutes les professions sont concernées, travailleurs indépendants, cadres et employés, salariés du public comme du privé. Différentes études montrent l'extrême urgence d'agir. La mission d'information sur l'épuisement professionnel de février 2017, conduite par nos anciens collègues Gérard Sebaoun et Yves Sancy, avait alerté sur l'importance du phénomène, ses causes et les carences actuelles dans sa prise en charge. Les causes sont connues et identifiées: management par objectif, organisation du travail défaillante, mise en concurrence des salariés, surcharge de travail, manque de reconnaissance professionnelle, pression, isolement. S'ajoute à cela la crainte de perdre son emploi dans un contexte de chômage endémique. Loin d'être le fait de simples fragilités personnelles auxquelles il est souvent renvoyé, l'épuisement professionnel résulte dans la majorité des cas de contraintes extérieures qui empêchent le sentiment du devoir accompli et du travail bien fait. Il peut engendrer des pathologies psychiques lourdes dont la reconnaissance reste plus que lacunaire aujourd'hui. Christophe Dejour, psychiatre, résume ce phénomène mieux que quiconque. L'évaluation individualisée, écrit-il, lorsqu'elle est couplée à des contrats d'objectifs ou à une gestion par objectif, lorsqu'elle est rassemblée en centre de résultats ou encore en centre de profit, conduit à la mise en concurrence généralisée entre agents, voire entre services dans une même entreprise, entre filiales, entre succursales, entre ateliers, etc. Cette concurrence, lorsqu'elle est associée à la menace de licenciement, conduit à une transformation en profondeur des rapports du travail. Malgré quelques améliorations instaurées sous la mandature précédente, la situation actuelle est loin d'être satisfaisante. La reconnaissance des pathologies psychiques en lien avec le travail s'avère être un parcours du combattant. 2 chiffres suffisent à le résumer.
Alors qu'il y aurait entre 200 000 et 400 000 cas par an, seulement 10 600 personnes ont réussi à faire reconnaître le caractère professionnel de leurs troubles psychiques. À défaut de prise en charge par la branche accident du travail, maladie professionnelle, c'est-à-dire par les employeurs, par le biais des cotisations patronales, c'est effectivement à l'assurance maladie, autrement dit à la collectivité dans son ensemble, qu'il revient d'assumer l'indemnisation de ces pathologies professionnelles. La responsabilité sociale des entreprises s'évapore ainsi au passage. Quel est le coût pour la société si nous ne disposons pas d'évaluation précise? Un consensus se dégage pour estimer la sous-déclaration des pathologies psychiques à plusieurs centaines de millions d'euros. Ainsi, pour donner un ordre de grandeur, la dépense annuelle de la branche AT-MP pour les affections psychiques n'est que de 230 millions d'euros en 2016 au titre des accidents du travail, alors que les lombalgies représentent 1 milliard d'euros de dépenses. Nous connaissons les contraintes réglementaires qui empêchent la pleine reconnaissance en maladie professionnelle des risques psychosociaux. Il existe deux obstacles majeurs déjà évoqués par plusieurs de mes collègues. Le premier tient au fait que les affections psychiques ne figurent pas dans les tableaux de maladies professionnelles, contrairement aux pathologies physiques. Or, cette inscription conditionne l'indemnisation par la branche AT-MP suite à l'avis favorable du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. Deuxièmement, si ces affections peuvent être reconnues à travers une procédure parallèle dite hors tableau depuis une loi de 2015, les salariés doivent prouver un taux d'incapacité permanente partielle de 25 %, ce qui se révèle quasi impossible dans la pratique. La proposition de loi offre, selon nous, une solution intéressante pour reconnaître l'épuisement professionnel en intégrant les pathologies psychiques qui en résultent au sein d'un tableau spécifique des maladies professionnelles. Notre groupe avait formulé plusieurs propositions dans le cadre du PLFSS 2018 allant en ce sens, et cette reconnaissance, bien qu'urgente, ne saurait être suffisante pour répondre à l'enjeu. Nous partageons avec nos collègues, que je remercie pour cette proposition, la conviction qu'il faut l'accompagner de mesures préventives. La mission d'information sur le syndrome d'épuisement professionnel a formulé de nombreuses propositions pour améliorer la prévention qui semblent pertinentes. Renforcer le rôle des médecins du travail et celui des instances représentatives du personnel, améliorer la formation des managers, doter d'un statut de salarié protégé les infirmiers chargés de la surveillance de l'état de santé des salariés. Ces perspectives sont hélas fortement contredites par les ordonnances travail, suppression du CHSCT, l'instance incontournable de prévention des risques professionnels dans l'entreprise, suppression du compte pénibilité, allègement des obligations de reclassement de l'employeur en matière d'inaptitude, etc. Loin de responsabiliser les employeurs, loin de tirer les conséquences de l'obligation légale de résultat qui leur incombe en matière de risque professionnel, nous sommes dans le pari hasardeux de l'autorégulation. La santé au travail est ainsi la grande reléguée, ce que nous avons dénoncé à de nombreuses reprises lors des débats sur les ordonnances, parce que cela nous inquiète et que l'affaire est trop grave. Vous avez ici une petite occasion de rachat, et nous avons l'occasion d'avancer dans la reconnaissance et la prise en charge des risques psychosociaux liés à la dégradation des conditions de travail. Si elle ne change pas complètement les rapports sociaux, cette proposition peut aussi permettre de revaloriser le sens attaché au travail, qui doit être synonyme d'utilité sociale, de dignité humaine, d'émancipation. C'est pourquoi les députés du groupe GDR soutiendront pleinement cette proposition de loi.